pentado et 200 couples de canards pour 200 ménages de déplacés internes. De quoi commencer une activité d'élevage. Le geste du Conseil régional du Sahel et ses partenaires. L'ambition, l'insertion socio-professionnelle de ces personnes affectées par la crise sécuritaire au Burkina. Images et commentaires de la remise en début de journal. De la musique également au menu de cette édition avec la diva africaine Afia Mala qui signe son retour sur la scène musicale. Identité, c'est le titre de cet album dont la promotion a guidé ses pas au Burkina. Et elle sera avec nous pour en parler. Lutte contre la pandémie du Covid-19, l'Union européenne passe à la vitesse supérieure. 300 millions de doses de vaccins supplémentaires sont commandées, ce qui permettra désormais de vacciner environ 80% de la population de l'espace européen. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal à Dori, dans le Sahel où le Conseil régional et ses partenaires œuvrent pour une plus grande insertion socio-professionnelle des personnes déplacées internes. Ils viennent de remettre à 200 ménages 2000 pentados et 200 couples de canards. C'était ce matin en présence de Ibrahim Kagone et Pinidien Yanou. Ces personnes ici présentes sont issues des déplacés de Djibo à Dori. Parmi celles-ci, 200 ménages plus vulnérables reçoivent 2000 pentados et 200 couples de canards des mains des autorités de la région. L'initiative est du Conseil régional du Sahel avec l'appui technique de l'UNERA de Dori. C'est les déplacés de la province du Soum, spécifiquement victimes des actes terroristes qui sont à Dori. Il y a des critères qu'on édicte pour pouvoir les désigner et nous nous sommes attachés les services d'un certain nombre de personnes compétentes et puis les chefs coutumiers et religieux qui font partie de ces populations victimes-là, qui nous ont aidés à identifier les personnes les plus vulnérables. Le projet est financé par la coopération autrichienne et mis en œuvre par le projet Touma dans la région du Sahel. Lorsque le Conseil régional a soumis ce projet au niveau de la coopération autrichienne, ils n'ont pas hésité effectivement à l'accorder à travers un financement d'un montant de 135 millions de francs à travers une subvention directe. Cette subvention est versée en deux tranches et la première tranche dont le Conseil régional a bénéficié a permis d'avoir ce résultat-ci. Pour les bénéficiaires, ce don est un ouf de soulagement et leur permet également de se sentir concernés par les séries d'actions d'aide du gouvernement burkinabé à l'endroit des déplacés internes. Les Burkinabés vivant en République démocratique du Congo, eux aussi sont solidaires des personnes affectées par la crise sécuritaire au Burkina. Aux déplacés internes, ils offrent des vivres et une enveloppe financière. Un geste pour apporter un plus dans le quotidien de ces personnes qui ont tout perdu ou presque du fait de l'insécurité. Le témoignage de Nongba Kouda et Hadi Sandamba. Loin de la mère patrie, mais solidaire avec les siens restés au pays. Ce sont les ressortissants burkinabés vivant en République démocratique du Congo. Ils volent au secours des déplacés internes. Du savon, de l'huile, du riz et une somme en espèces, le tout estimé à 1 600 000 francs CFA. Nous savons qu'une petite contribution de notre part pourrait soulager la souffrance de tant de personnes qui se sont déplacées, qui sont sans abri, qui sont sans moyens pour se nourrir décemment. Et c'est pour cela que nous avons tenu à remettre symboliquement une cotisation faite en RDC par tous les ressortissants burkinabés qui y vivent. Et nous espérons que ça puisse vraiment soulager nos frères et nos sœurs au Burkina Faso. Un élan de solidarité salué à sa juste valeur par les premiers responsables du ministère en charge de l'action humanitaire. Il vient contribuer à la prise en charge des personnes déplacées internes qui sont aujourd'hui plus d'1 million et qui sont répartis dans les 5 zones à risque, mais également dans toutes les autres régions du Burkina. Par la même occasion, Fatih Ouedraogo invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas des ressortissants burkinabés vivant en République démocratique du Congo. Et c'est main dans la main que l'on pourra redonner du sourire à ces déplacés internes, a conclu la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'action humanitaire.
Nous sommes en pleine saison sèche et le maraîchage est l'activité qui occupe les bras valides en campagne et même en ville. À Malba, dans le sud-ouest, et malgré la rareté de la ressource eau, les jeunes refusent l'oisiveté et s'adonnent à la production de la tomate. Et comme vous allez le voir, les récoltes sont bonnes et leur production inonde le marché local. Zoom sur la production et la vente de la tomate à Malba dans ce dossier signé ici à Casabré et Christophe Da. Comme une tradition, la vente de tomates fait son bonhomme de chemin dans ce marché depuis plusieurs années. C'est une activité qui occupe bon nombre de femmes ici dans la commune rurale de Malba. Cette dame vend depuis 8 ans et aujourd'hui il est 11 heures et elle peine à écouler sa marchandise. J'ai amené 10 bassins. J'en paye 2 bassins. Il me reste 8 bassins. Il y a des années, ça ne marche pas. Il y a des années aussi, ça va. Le marché précédent, il y a 5 jours, elle n'a eu aucun mal à vendre 15 bassines, nous dit-elle. Le commerce de la tomate a des hauts et des bas, mais il reste une source de revenus solide pour ces femmes et leur ménage. En tout cas, moi, c'est mon frère. Quand il a commencé son jardin, en tout cas, ça a tiré. Mais il a pu construire, payer moto, et puis il s'est débrouillé avec. Cette activité nous permet d'aider nos maris. Ils peuvent acheter des motos ou construire des maisons, ça dépend du chiffre d'affaires. Les vendeuses proposent des prix en gros, de 3 500 à 6 000 francs la bassine, selon la période et aussi selon la demande. Certaines tomates sont revendues à l'intérieur de la commune ou encore sur place. Mais la grande clientèle vient généralement d'ailleurs, Gawa principalement, capitale de la région du sud-ouest. Les revendeuses négocient, achètent, puis convoient la marchandise à destination. Chaque marché, je prends entre 10 et 15 bassines. Je les revends à Gawa et les autres localités environnantes comme Kamti et Oli. Le marché suivant, je reviens m'approvisionner. Ça fait 3 ans que je fais ce commerce. Je transporte les tomates à Gawa, puis chez moi à Oli pour revendre au marché. Et s'il en reste, je revends au marché de Périgon et Kamti. Et ça marche plutôt bien. Tout commence ici, dans ce bas-fond à quelques encablures du marché de Malba. Des jeunes du village, au nombre de 36, ont décidé d'aménager individuellement des exploitations destinées à la production de légumes, la tomate en priorité. Cette année, ils en produisent depuis le mois de septembre. Et de cela, ce trentenaire qui avait pourtant pensé son avenir loin de sa terre natale. Bon, d'après les Ivoiriens, moi j'ai beaucoup longtemps là-bas. Voilà, donc, mais quand je suis arrivé au village, au tout début, ma maman m'a conseillé que de venir essayer dans la maraîchage. Bon, je trouvais que vraiment, avec mon état là, j'ai dit, moi je ne veux pas venir me salir. Mais effectivement, quand j'ai pris ces conseils, puis je suis rentré, dans la première année, j'ai su que vraiment, c'est du boulot. Mais bon, avec la concentration aussi, là, j'essaie de faire de mon mieux. En tout cas, ça donne maintenant. Les moyens sont modestes, mais les maraîchers prennent très au sérieux leur travail. Par marché, je peux taper les 12 plats, 10 plats. Si je n'ai pas récolté, c'est 8. Voilà. Donc, et je peux récolter pendant 3 mois. Bon, je suis en phase de construction, mais ce n'est pas fini. Mais avec mes tomates là, j'ai pu réaliser quelque chose en tout cas. Je travaille pendant plusieurs années pour faciliter mes besoins. Construire une maison, payer une moto et faire parfois avec des mariages. Bientôt, le tarissement des puits va estomper l'élan de production de ces jardiniers, comme c'est le cas toutes les saisons. Parfois, il manque beaucoup d'eau dans les puits. On n'arrive pas à arroser, donc on arrête et on échange les travaux. Si on avait gagné une retenue d'eau, là, ça pouvait nous faciliter. Et ça pouvait emmener beaucoup même à s'intégrer dans la production de la tomate. Depuis peu, ces maraîchers spontanés se sont constitués en coopérative pour mieux faire face aux difficultés et pérenniser leur activité. Et notre coopérative s'appelle Niavoussor. Voilà, ça veut dire la voie de la réussite. Voilà, si tu es souffrant, ou bien tu es démuni, tu ne sais pas où aller, il faut rentrer dans la maraîchage, tu vas gagner pour toi. Les acteurs de ce maraîchage pointent du doigt l'état dégradé de la route qui relie Gawa à la commune de Malba, plombant ainsi les échanges commerciaux.
À Pala, village situé à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, c'est la poterie qui occupe les femmes en cette saison sèche. Une activité qui, dans le temps, permettait de nourrir la famille durant cette période. Aujourd'hui, la modernité avec les marmites en aluminium crée une mévente déjà produite par ces femmes, nous ont-elles confié. Suivez plutôt. Déjà, encore déjà, partout déjà. Bienvenue à Pala, village des forgerons et forgeronnes. Si vous avez entendu dire de Pala, un village de forgerons, vous allez le constater dès l'entrée du village. Cette forge et ces fours sont les symboles du village. Pétrir l'argile, la modeler, la façonner pour sortir ses jarres, les gestes se transmettent de mère à fille. Petite, nous aidons nos mères en moulant l'argile, la pétrie et en leur donnant de l'eau. C'est quand tu grandis que tu commences à apprendre véritablement pour que tu aies une activité dans ton foyer. Avant, ces gens nommaient les échangeurs contre les vivres pour nourrir toute la famille durant la saison sèche. C'est pendant l'hivernage que les hommes offrent ces vivres. Même si aujourd'hui la modernité avec ses marmites en aluminium porte un coup aux revenus générés par la poterie, l'activité a encore de beaux jours devant elle, car elle est culturelle avant d'être économique. Nous ont confié ces femmes. Des femmes qui vous invitent à la découverte de leur savoir-faire, dont la renommée va au-delà de Sia. Nous vous l'annoncions en titre, nous recevons pour vous une diva de la musique africaine. Il s'agit d'Afia Mala d'origine togolaise. Bonjour. Bonjour. Nous serons à vous dans quelques instants. Avant, suivons ce reportage de Amadou Marcel To et Moussa Ouedraogo qui vous ont rencontré hier. Djalili, Lolo Vie, Plaisir ou encore Afia au Cuba. L'artiste continue d'écrire l'histoire de la musique togolaise et africaine. Du haut de ses 47 ans de carrière, Afia Mala demeure une source intarissable de production artistique orientée vers la culture typiquement africaine. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre et c'est le faible qui a tort. La musique est arrivée à moi le plus naturellement du monde parce que ma mère, elle avait un groupe de femmes qu'ils appellent l'ensemble des amis. Et cette dame se regroupe au moins une fois dans le mois. Elle compose elle-même des chansons, elle joue au tam-tam. Que moi j'ai compris après, ça leur permettait aussi de s'échapper un peu du foyer et de se regrouper entre femmes. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à chanter parce que pendant les vacances scolaires, je la suivais, quoi. Depuis 1974, Afia Mala, la diva, surnommée la princesse des rives du Mono, vit tout simplement son art. Une passion qui l'amènera en Europe, aux États-Unis et à Cuba pour confirmer tout son talent et son amour pour la salsa avec l'Orchestra Aragon. C'était un rêve que j'ai voulu réaliser et je l'ai réalisé. Vous vous rappelez un peu de Jonas Pedro du Bénin et tout ça, ou surtout même Polyrythmo. Tout le monde a commencé par la salsa. Donc moi aussi, je me suis dit un jour, je ferai la salsa et j'irai à Cuba. Mon rêve, c'était rencontrer Celia Cruz. Mais bon, Celia Cruz n'étant plus là, et c'est là où j'ai rencontré l'Orchestra Aragon. Et ils ont dit non, je ne vais pas partir de ce pays sans qu'il travaille avec moi. Afia Mala, une carrière bien faite que l'artiste entend au besoin mettre à la disposition de la jeune génération. Au Togo, je dis toujours, nous on n'a pas eu de chance
Parce que les autres pays, quand on parle de musique, il y a ce qu'on appelle des références. La seule référence que nous, on avait, cette référence, moi je ne l'ai même pas connue. Elle est partie très tôt, à la fleur de l'âge, et c'était Bella Bello. Et qu'on pleure jusqu'aujourd'hui. Sinon, j'ai bien envie de chanter avec les jeunes, mais est-ce qu'ils vont accepter chanter avec moi? C'est ça, c'est une question. Et que dire de son dernier né, Identity, son 9e album qui se veut une interpellation de tous sur un éventuel recours aux sources, aux origines, gage d'une Afrique plus souveraine. Retour sur ce plateau, Afia Mala, Identité, c'est le titre de votre nouvel album, c'est dit dans le reportage et vous êtes au Burkina pour la promotion. Dites-nous de quoi parle concrètement cet album-là, qui a d'ailleurs pris 5 à 6 ans. Oui, cet album parle de l'identité, de notre identité, de qui nous sommes et d'où nous venons exactement. C'est quand je parle de qui nous sommes, d'où nous venons, je parle de nous, Africains. Parce que vous savez que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On le sait tous. Mais pourquoi c'est le berceau de l'humanité? Et c'est ça que j'ai pris au moins 5 ans à chercher, à comprendre. Et voilà, c'est nos cultures, notre façon de vivre, nos héros. Même, j'ai vu un reportage sur les forgerons que nous avons oublié aujourd'hui, que ce sont des gens qui ont participé, qui ont beaucoup fait pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous les avons oubliés parce que de par nos grands-parents, quand ce qu'ils ont laissé comme histoire que nous ne connaissons pas, ou que nous venons de comprendre, ou moi, je viens de comprendre, c'est que vraiment, l'Afrique est riche de culture et de tout, de divinité, nos forêts, ces arbres qui parlaient dans le temps, ces arbres pour lesquels on se prosternait, ces forêts qui existaient et qui n'existent plus aujourd'hui, nous devons les sauver. Parce que cette terre, c'est notre mère. Okay. Vous totalisez 47 ans de carrière musicale, vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Alors, à quoi vous devez cette longévité artistique? Et, quand on parle de longévité artistique, je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle se connaître soi-même et avoir surtout la paix du cœur. Et cette paix du cœur, ça n'existe que quand tu es avec ta famille. Parce que la famille qui t'a fait, la famille qui t'a vu naître, la famille qui est avec toi, nous devons être toujours avec eux. Est-ce pour cette famille que vous avez disparu entre-temps? Parce que nous, les jeunes, on vous a connus avec nos tontons et nos tantis, mais après, on n'entendait plus parler d'Afia Mala. Dites-nous. C'est ça, je dis, je me suis un peu reculée, parce qu'on dit, quand on recule, on saute plus. Donc, je me suis reculée pour mieux sauter, pour faire cette recherche qui m'a pris 5 ans pour me connaître et connaître mon identité. Alors, vous avez fait le tour du monde durant vos 47 ans de carrière. Vous avez reçu plusieurs distinctions, dont prix Découverte RFI en 1984. Que retenez-vous de cette expérience musicale-là à travers vos voyages? Qu'est-ce que vous avez retenu comme message essentiel? Voilà, ce que j'ai retenu, c'est cette question qui revenait toujours, cette question de identité, vos origines et d'où venez-vous. Par exemple, les autres pays, quand on va, que j'ai visité, ces pays, ils ont leur culture, ils font leur musique. En Inde, ils ont leur musique. Les Asiatiques, ils ont leur musique. Et partout, ils ont leur musique qu'ils valorisent. Et je me suis dit, mais en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on n'est pas en train de
de tuer nous-mêmes notre musique. On n'est pas en train de jeter notre culture. Ce qui nous amène à vous poser la question, quel regard sur la culture africaine, la musique de la jeune génération aujourd'hui, vous en tant que doyenne? Et je pense que il fut un moment, il y a beaucoup de jeunes qui ont essayé, mais nous tous on l'a fait, hein, de copier l'Occident. Mais aujourd'hui, quand je vois, ce que j'écoute, je pense qu'ils sont en train de revenir aussi aux sources. Okay. Parce qu'il y a des jeunes qui font aujourd'hui que la percussion et qui chantent que sur la percussion. Même si c'est le reggae, ils chantent que sur le djembé. Et c'est beau. Parce qu'ils sont ces jeunes, on peut dire qu'ils sont en train aujourd'hui d'essayer de valoriser aussi leur culture. Okay. Et c'est pour ça, c'est à nous d'aller vers eux. D'accord. Alors vous n'êtes pas que dans la musique, vous êtes dans le social aussi, notamment avec une fondation qui vient en aide à la mère et à l'enfant. Parlez-nous un peu de cet engagement social-là. Cet engagement, c'est bon. Et, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé faire. C'est-à-dire notre enfance ou mon enfance n'a pas été aussi rose parce qu'on vient de loin quand même. Donc c'est là parce que moi je suis d'une famille polygame, beaucoup d'enfants, et j'ai constaté qu'il y avait des manques. Donc je me suis juré qu'un jour je viendrai en aide aux enfants, et mon père en tant qu'enseignant, j'ai voulu aussi honorer sa mémoire en construisant une école et puis des bibliothèques, et voilà. Alors, quel est le lien d'Afia Mala avec le Burkina Faso? On sait que vous êtes là pour la promotion de votre album. Votre première visite date de 1977. Quel est le lien, quel est le souvenir que vous gardez du Burkina Faso? Il y a, entre le Burkina et moi, c'est une question d'amour et de vie. Parce que j'ai eu un accident de voiture ici. Et j'étais venu chanter avec Mamou Lagbema. Il y avait eu d'autres artistes, bien sûr. Et le lendemain, j'ai eu un accident. Et j'étais restée à l'hôpital Yalgado pendant 8 mois. Et ce sont les Burkinabés qui se sont occupés de moi. Parce qu'il y avait personne de ma famille. Donc c'est pour cela que je viens souvent au Burkina. Et je dis toujours que je suis burkinabé et que c'est ma deuxième patrie. Je ne peux pas sortir un album sans venir faire la promo au Burkina. Alors, quelles sont les activités au programme durant votre séjour? Depuis que je suis arrivée, j'ai déjà fait un live. Et là, j'ai été reçue par les médias, comme d'habitude. Et vraiment, ça me... C'est pas comment je vais le dire. Parce que c'est touchant, parce que c'est pas évident d'aller dans un pays et puis... qu'on vous reçoive, il y a le journal, regardez, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc je vous remercie. Je remercie les médias là qui nous ont fait, qui continuent de nous aider jusqu'à aujourd'hui. Et puis je souhaite une très très bonne année parce que nous sommes à janvier, donc on peut encore le faire. Une année de santé et de fer, et surtout de paix intérieure, de paix dans le monde entier. Merci, et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et nous mettons le cap sur votre pays d'origine, le Togo, où se tient le tournoi UFOAB pour leur deuxième sortie. Les étalons cadets ont fait jeu égal face aux cadets du Niger. Les poulains de Zié Ouattara vont donc devoir attendre le troisième match pour espérer leur ticket pour la demi-finale. Le résumé avec Salif Belem et Abdoulaye Kabouré, nos envoyés spéciaux à Lomé. Les étalons cadets savent qu'une victoire sur le MENA cadet les qualifierait directement en demi-finale de ce tournoi UFOAB. Le jeu est intense. Les Nigériens tentent de titiller les Burkinabés. Les étalons tenteront tout de même de prendre le dessus. Le ballon ne franchira pas la ligne de but. L'attaque burkinabé inquiète à maintes reprises le portier Younoussa Abdoulaye. Et c'est sur ce score de 0-0 que la mi-temps intervient. La seconde période est tout aussi disputée que la première.
Abdulkader Ouattara et les autres cherchent la faille dans une défense des Oranges qui se regroupe bien. Les jeunes Burkinabés ont failli ouvrir le score sur ce coup franc à la 77e minute. Younoussa Abdoulaye sort la claquette salvatrice. Eric Zie Ouattara apporte du sang neuf à son équipe. Cela ne changera rien, car le score restera en l'état. On s'attendait déjà à livrer un match très très difficile, parce qu'on savait que le Niger venait d'une défaite. Et ensuite, il fallait remobiliser les enfants, les ramener sur terre, parce que la première victoire était belle. Mais l'un dans l'autre, on s'attendait à ce match qui allait être très très difficile, surtout tactique. Voilà. Donc le Niger nous a imposé de jouer en attaque placée. Et finalement, nous avons pu créer souvent certains décalages, des opportunités, mais on n'a pas pu marquer. Les poulains d'Eric Zie Ouattara doivent sortir les tripes le 11 janvier prochain face au Togo pour se hisser dans le carré d'as. Lutte contre la pandémie du Covid-19, l'Union européenne passe à la vitesse supérieure. 300 millions de doses de vaccins supplémentaires sont commandées, ce qui permettra désormais de vacciner environ 80% de la population. Alors que l'Allemagne a battu un record de nouvelles contaminations, l'Union européenne répond aux critiques sur la lenteur des vaccinations contre le Covid-19 et le manque de doses disponibles dans les États membres. Bruxelles a annoncé ce vendredi avoir doublé sa commande de vaccins Pfizer-BioNTech pour atteindre 600 millions de doses. L'autre vaccin autorisé dans l'UE est celui de Moderna et d'autres vont suivre, a assuré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Avec l'autorisation de ces deux vaccins, nous avons déjà sécurisé une quantité de doses nécessaires pour vacciner 380 millions d'Européens, a-t-elle dit. Cela représente plus de 80% de la population européenne. Et d'autres vaccins suivront dans les semaines et les mois à venir. La propagation du variant britannique du coronavirus inquiète également. En France, un centre gériatrique près de Rennes a été suspecté d'être un nouveau cluster de cette nouvelle souche. Ce n'était finalement pas le cas. Pour cet expert de l'OMS, les variantes ne changent pas la manière de lutter contre le virus. Il faut toujours appliquer les précautions de base pour éviter la propagation, dit-il. Toutes les premières données suggèrent, et je dis bien suggèrent, que les mesures préventives, en particulier les vaccins qui sont actuellement mis en place, sont susceptibles d'être efficaces contre les variantes qui ont été examinées. Un sommet de l'UE sur la coordination entre les 27 face à la crise est prévu le 21 janvier par visioconférence. Par ailleurs, l'Agence européenne des médicaments annonce une possible décision sur le vaccin AstraZeneca d'ici fin janvier. À tous ceux qui se posent des questions sur la participation ou non de Donald Trump à l'investiture de Joe Biden, eh bien, il répond par la négative et ce sera une première depuis 1869. Alors que le Capitole pense ses plaies, à présent protégé par un impressionnant rideau policier et militaire, la crise électorale américaine a connu cette nuit un nouveau chapitre imprévisible. Le revirement de Donald Trump, désormais critique à l'encontre de ses partisans les plus radicaux, et surtout prêt à laisser son siège à la Maison-Blanche, même s'il ne reconnaît toujours pas explicitement sa défaite. Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. Pour ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez. Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans accroc. Quel crédit, quelle sincérité accordée à ces propos, alors que le président n'a cessé d'attiser les tensions depuis l'élection de novembre. Ce changement de ton intervient en tout cas alors qu'il est chaque jour un peu plus isolé. De nouvelles démissions dans son gouvernement hier, les ministres de l'Éducation et des Transports. De son côté, l'opposition démocrate réclame son départ anticipé, avec le déclenchement du 25e amendement pour inaptitude mentale du chef de l'État. En appelant à un acte de sédition, le président a commis une attaque innommable contre notre nation et notre peuple. Également sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper les violences, le chef de la police du Capitole a démissionné. L'un de ses hommes a succombé à ses blessures en tentant de protéger le bâtiment.
La justice, elle, a commencé la traque des responsables des affrontements. Le FBI a diffusé cet avis de recherche. Ses agents épluchent les nombreuses vidéos de l'invasion publiées sur les réseaux sociaux. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme. Bon après-midi à toutes et à tous.